Déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Anne, je suis responsable marketing et communication chez Steeple. Mais comme vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter parler, on va accueillir sous vos applaudissements nos intervenants de ce soir. Donc Thierry, le fameux vainqueur, Maxime, Solène et Jean-Baptiste de Belair. Bienvenue à vous quatre. Et ben, je vais vous laisser vous présenter et puis nous présenter aussi un petit peu votre entreprise. Je commence. En prie. Bonsoir Maxime, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Panoply. C'est une start-up, ça fait 7 ans, donc pas très loin de Steeple. Et nous, on a une plateforme de récompense à destination des employés pour justement booster l'engagement. Je pourrais vous en dire plus par la suite. Et donc, moi, je suis Thierry Jouzier, je suis le directeur des ressources humaines d'Intertech. Intertech, c'est une société qui travaille dans le domaine de l'assurance, qualité et certification. Un groupe international de 45 000 personnes, dont un peu moins de 600 en France, répartis sur plusieurs sites, notamment à Martigues, mais avec un siège en Normandie. Merci. Solène, je suis directrice des relations internes à la ville de Marseille et donc je m'occupe de la communication interne, des sujets de marque employeur et d'animation managériale, donc auprès de nos 13 000 agentes et agents qui œuvrent pour rendre du service public ici pour les Marseillaises et les Marseillais. Et donc pour finir et pour vous donner un peu de contexte aussi sur mes différentes prises de parole ce soir, donc Steeple, c'est une centaine de collaborateurs, la plus grande partie, 90% à Rennes, et puis après le reste réparti sur le territoire en France et à l'international, en Allemagne, Italie et Espagne. Merci beaucoup. Et ben, avec vos différentes casquettes, on va pouvoir se parler d'engagement. La raison pour laquelle vous êtes tous ici ce soir. Mais avant de se lancer sur ce sujet-là, on peut peut-être commencer par essayer de trouver ensemble une définition de l'engagement. Alors, il y en a plusieurs qui sont acceptées. Hein. On a vraiment beaucoup de recherches qui a été faite en la matière. Mais finalement, pour vous, c'est quoi l'engagement et pourquoi c'est clé, pourquoi c'est important dans vos entreprises? Maxime, je peux te laisser peut-être. Tu es à ma gauche. Il ne faut pas se mettre à ma gauche. C'est le premier à parler. Je rejoins Jean-Baptiste sur le fait que c'est ce qui fait que les gens se lèvent le matin, surtout dans une petite entreprise. En fait, nous, on le remarque notamment dans la cohésion qu'on arrive à maintenir, même pour ceux qui partent. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il y a un vrai engagement quand les employés restent soudés, même après avoir quitté l'entreprise. Et on a appris à dédramatiser aussi les départs. Donc, bon, c'est peut-être pas la meilleure définition de l'engagement, mais ça en fait partie. En tout cas, en tant que fondateur, on est heureux de savoir que les gens ne comptent pas que sur soi, que sur son entreprise, mais aussi sur l'ensemble des employés qui la constituent. C'est chacun son tour. Je ne vais peut-être pas rajouter à la définition, mais moi, expliquer en quoi c'est important l'engagement et les implications, les impacts que ça peut avoir pour l'entreprise. Nous, d'abord, on considère que l'engagement, c'est beaucoup autour de l'attractivité, de la rétention des salariés. Ça va être aussi un impact sur la santé, le bien-être de nos salariés. Parce que quand on est engagé, eh ben, on va avoir une santé qui va être quand même améliorée parce qu'on aura moins de stress, parce qu'on va avoir un épuisement professionnel qui va être moins présent. On va avoir une capacité aussi à être beaucoup plus adaptable, beaucoup plus résilient par rapport aux divers changements qu'on peut avoir dans les sociétés, dans la société française, mais dans les sociétés aussi. On va avoir aussi un impact beaucoup sur la culture d'entreprise qui va être beaucoup plus portée, beaucoup plus solide, beaucoup plus agréable, avec une ambiance de travail qui va aussi pouvoir être améliorée. Beaucoup de choses aussi en termes d'impact professionnel sur l'expérience client qu'on va pouvoir développer pour nos clients, justement, elle va être améliorée parce que nos salariés plus engagés vont porter cette expérience client. Et pour terminer, je pense que sans engagement, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de productivité pour l'entreprise et il n'y a pas de performance. Donc, si on en revient à des choses quand même très basiques, sans engagement, pas de performance. C'est une super définition. Il y a eu beaucoup d'enjeux, donc je ne vais pas répéter ce que vient de dire mon collègue à ma droite.
pour la ville de Marseille, nous, on a un point, on ne parle pas de productivité, parce qu'on parle de service public. Donc, la performance en soi n'est pas quelque chose qui est profondément mesuré. Par contre, on va vraiment s'attarder plutôt à la qualité du service rendu. Donc, bien évidemment, et je te rejoins sur les aspects de rétention, de fidélisation. En fait, tout simplement, un agent engagé, c'est un agent qui reste. Donc, c'est des missions de service public qui sont sécurisées, des crèches ouvertes, des bibliothèques ouvertes, des piscines ouvertes. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est essentiel pour nous d'avoir des agents engagés tout simplement pour rendre ce service public aux citoyens. On a bien sûr les points d'attractivité et c'est essentiel également à la ville. On a recruté plus de 1400 personnes rien que sur l'année précédente. Donc, on a des gros enjeux de recrutement. Et donc, c'est important d'avoir des agents engagés parce qu'ils vont être les ambassadeurs de tout ce qu'on fait et ils vont partager également les opportunités. Et puis, le dernier point, et je le disais, c'est la motivation finalement et leur implication dans les missions. Et je te rejoins sur la partie innovation, essayer d'améliorer continuellement le service qu'on rend. On le voit, des agents engagés, c'est des agents qui ont ce souci du détail et de l'envie de bien faire. Ouais, vous avez dit beaucoup de choses, c'est pas facile. Non, c'est vrai que sur la question qu'est-ce que c'est l'engagement, comme je vous disais en introduction, pour m'être beaucoup trompé là-dessus, je pense que le sujet sur lequel je me suis le plus trompé, c'est de ne pas comprendre qu'en fait c'est un sujet très personnel, l'engagement. Alors l'entreprise peut favoriser, peut éviter de tuer l'engagement, et ça déjà, c'est déjà pas mal, mais finalement c'est quelque chose de très personnel et il faut être capable de le communiquer aux collaborateurs et qu'il soit lui-même vigilant aussi de son engagement. Et nous, alors on a lancé un truc depuis très longtemps chez Steeple. C'est un test, et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. C'est ce qu'on appelait le test du dimanche soir. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, c'est tout simplement, on invite nos collaborateurs le dimanche soir à se poser la question de est-ce qu'ils ont envie d'aller au boulot lundi. Mais alors, si on n'a pas envie une fois, ça nous arrive tous, ce n'est pas vraiment un désengagement, c'est peut-être un manque de motivation. Et il y a différents niveaux, il y a motivation et engagement. Mais en fait, c'est d'expliquer aux collaborateurs que ce n'est pas grave à un moment de sentir un désengagement. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas en parler et de ne pas en parler à son manager. Et ça doit être des sujets, et on reviendra sur le sujet des managers tout à l'heure, mais ça doit être aussi des alertes qu'on doit nous-mêmes se mettre parce que le temps que l'entreprise voit qu'il y a un problème d'un désengagement avec une grande enquête une fois par an, c'est déjà trop tard. Donc un sujet personnel. Parfait. Et effectivement, le test du dimanche soir, un test qu'on passe tous chez Steeple, que je suis ravie de relever pour l'instant. Je ne suis pas là pour, chez tout le monde, à le faire passer le dimanche soir. Non, heureusement. Ça serait long. Mais du coup, justement, alors moi, personnellement, cet engagement, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et j'ai toujours été étonnée de voir ces stats, hein, 7% des Français qui se disent engagés. Donc, on sait qu'on a une grosse marge de manœuvre, finalement, pour pouvoir s'améliorer. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer? Concrètement, qu'est-ce qui, en entreprise, va être un levier pour justement éviter au moins de tuer l'engagement, mais d'être capable de le favoriser et de le maintenir dans le temps? Donc, on va se parler peut-être d'un des sujets qui est clé, qui est cœur et qui peut être le début de cet engagement, c'est déjà la culture, les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, comment est-ce que vous, dans vos entreprises, vous avez pu créer, définir ces valeurs? Est-ce que c'est quelque chose justement sur lequel vous avez travaillé avec vos collaborateurs, Thierry? Alors, on n'a pas vraiment travaillé avec les collaborateurs pour les définir. Elles ont été définies il y a quand même pas mal de temps. Alors peut-être que ça a été fait à l'époque, mais en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Ce qui est important, c'est de les faire connaître dès le début, dès l'intégration, dès le processus d'onboarding, de faire en sorte que ce soit des éléments qui soient communiqués, partagés, évoqués, en plus des diverses choses très pratico-pratiques. Les valeurs, ça c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas transiger, il ne faut pas oublier surtout. Et après, c'est de faire en sorte que après cette période d'intégration, elle soit partagée régulièrement par les managers dans les équipes, dans le cadre de réunions beaucoup plus collectives lors de town hall qu'on peut avoir sur les fins d'année ou pour célébrer ou pour reconnaître des succès. On l'évoque aussi beaucoup à travers nos formations, nos développements des compétences. On assiste beaucoup sur les formations soft skills,
sur ces valeurs. C'est-à-dire que on parle beaucoup de soft skills et il y a plein j'allais dire, de compétences comportementales qu'on peut venir développer. On essaye vraiment d'axer sur celles qui sont en lien avec nos valeurs. De faire en sorte que on encourage l'autonomie, le fameux empowerment, la responsabilité, ça c'est aussi au cœur de nos valeurs, et de faire en sorte qu'il puisse y avoir une reconnaissance aussi des actions de nos collaborateurs qui peuvent être reconnues par le management à travers les entretiens de performance, mais qui peuvent être reconnues par des collègues, par un peu tout le monde. On a un système de kudos. Je ne sais pas si c'est familier de certains d'entre vous, mais chaque collaborateur peut envoyer pas un bon point, mais un bravo à un collègue ou à un de ses collaborateurs parce qu'il a fait une bonne performance ou une bonne action, parce qu'il a été là pour aider son collègue à un moment où la charge d'activité était importante. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on cherche à beaucoup développer. Et le management dont tu parlais, ça passe aussi par l'exemplarité de ce management dans le respect des valeurs et dans le partage des valeurs. Donc voilà, c'est pas mal de choses, mais je pense qu'il y en a aussi à Marseille. Il y en a aussi à Marseille, en effet. Nous, c'est un peu plus récent. Pour le coup, on était en 2022 et en 2023 dans la création de ces valeurs. Alors forcément, le secteur public, je pense, et la fonction publique a peut-être un temps de décalage. C'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais sur, en tout cas, cette prise en compte de l'importance de la communication interne et de l'engagement, parce que, à nouveau, sa mission, c'est de rendre du service public. Donc, les choses qui sont peut-être un peu annexes à la base n'ont pas été imaginées comme telles, mais il y a eu justement un choix de la ville de Marseille de mettre en place une direction qui était 100% centrée sur ça. Et donc, un travail de co-création qui s'est fait avec plus de 1000 agents pour définir les valeurs de l'administration qui sont, et là c'est le moment où je dois les donner par cœur sans regarder, fierté, accompagnement, proximité et adaptabilité. Donc 4 valeurs qui doivent à la fois transparaître dans les missions de chacun des agents qui, pour votre information, nos 13 000 agents effectuent 250 métiers différents. Donc c'était très compliqué en plus de trouver des valeurs qui pouvaient parler à tous. Et aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de diffusion et d'appropriation via de la formation, via de la mise en place peut-être sur des évaluations également. Donc on est vraiment dans cette phase-là plutôt d'incarner les valeurs après un gros travail de co-construction. Nous, on a eu j'ai eu la chance d'avoir pu créer l'entreprise, mettre en place tout de suite des valeurs quasiment à la première année, en faisant participer justement les employés. Et on a fait pour ça un atelier qui a duré une journée où on a fait des nuages de points un peu comme ça, enfin des nuages de mots un peu comme ça. On a fait ça par équipe et à la fin, une synthèse de ce que l'atelier de ce qui avait pu ressortir de l'atelier. Donc déjà, faire participer les gens dans la création des valeurs, c'est la meilleure façon pour eux de les incarner. Et après, dans le processus de recrutement, on continue justement de véhiculer ces valeurs pour être sûr que les gens qui nous rejoignent valident et adhèrent à ces valeurs. Pour ça, on a créé un petit jeu de cartes où on demande aux candidats de prioriser les valeurs. Donc, il y en a 36 dans le jeu. Et en fonction de ce qu'ils priorisent, ça va correspondre plus ou moins à nos valeurs. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse parce qu'en soi, chacun a son champ de valeurs. Mais ça permet aussi de faire quand même un tri dans les candidats et en fonction des priorités qui sont importantes pour lui ou pour elle, ça match avec notre entreprise ou pas. Ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est juste que voilà, il y a des valeurs différentes dans chaque entreprise. Donc à la fois assez tôt, co-créer les valeurs avec l'équipe et ensuite s'assurer que le recrutement pérennise en fait ces valeurs et les garantissent. Et comme tu disais, faire en sorte que les gens les vivent au quotidien, quoi. Vous avez déjà éliminé des candidats parce que les cartes choisies n'étaient pas en phase avec les valeurs? Alors, ça fait partie de la scorecard. Ce n'est pas un critère excluant, mais ça joue dans l'évaluation du candidat. Ouais.
Ça me parle justement, cette notion de culture et de valeurs fortes qui sont bien identifiées. Chez Steeple, on a aussi justement ce travail qui est fait sur les valeurs. Et c'est ce que tu dis souvent, une culture, ça peut parfois être clivant. Ça doit être clivant. Enfin, en fait, la notion de culture et de valeur, elle peut paraître très abstraite, mais on comprend beaucoup plus quand on va visiter un pays, par exemple. Là, on comprend, on se dit, bon, bah, en fait, c'est quoi une culture? C'est une manière de vivre ensemble. Et c'est quoi une culture d'entreprise? C'est une manière de travailler ensemble. Il y a des pays, on se dit, bah, moi, j'ai pas envie d'aller vivre là-bas. Bon, bah, on voit bien que c'est clivant. Et il y a des entreprises, on se dit, bah, moi, j'ai pas envie d'aller travailler là-dedans, c'est clivant. Et donc, nous, c'est vrai que ce qui a fait notre force au début de Steeple, c'était une forme de culture d'entreprise et on l'a pérennisé dans un livre qui s'appelle le Culture Book. Seulement, le problème, et tu vas être dans cette étape, c'est une fois que tu l'as écrit, en fait, et Thierry t'en a parlé un petit peu, c'est la suite. Et la suite, ce qui s'est passé, c'est que il y avait mon livre sur la culture qui était le mien finalement. Mais on avait défini au départ avec les collaborateurs du départ. Mais après, et en fait, ce qui s'est passé, c'est, comme je vous ai décrit, c'est que plus personne ne se référait à cette culture jusqu'à ce que je me prenne une claque l'année dernière. C'est, en plus de tout ce que je vous ai raconté, c'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, là, aujourd'hui, la culture de Steeple, c'est plus du tout ça, il faudrait refaire le Culture Book. Et là, je me suis dit, mais OK, j'ai compris ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'avait marqué quelque part, mais on avait arrêté, et on parlera sur les managers, mais de les faire incarner par les managers. Et surtout, on avait fait rentrer des collaborateurs sans s'en servir, comme tu parlais on parlait des soft skills, on parlait du recrutement. Et en fait, il faut comprendre que qu'est-ce qui fait le désengagement aussi d'un collaborateur? C'est finalement cette phrase, on a l'expression comme un poisson dans l'eau. D'accord? Mais vous mettez un poisson en dehors de l'eau, il n'est plus aussi à l'aise. Et c'est la même chose pour un collaborateur. Si vous avez une culture qui est clivante, qui ne plaît pas à tout le monde, il faut que vous soyez sûr. Et quand je dis sûr, c'est d'un côté comme de l'autre, parce qu'il pourrait aussi vous demander dans l'autre sens de tirer des cartes, parce que lui aussi, il doit choisir son entreprise. Et nous, par exemple, un truc tout bête, c'est que quand on est une jeune entreprise, et on change tout le temps, nous. Voilà. Et pas un jour, on ne change pas un truc, parce que c'est normal, on est en train de chercher des marchés, une diversification, donc on change tout le temps. Quand on a des personnes qui arrivent en entretien et qui sont là en disant moi je veux de la structuration, j'ai besoin d'un cadre bien établi, le problème c'est que ces personnes-là qui étaient recrutées par des personnes qui n'avaient pas ce guide de culture, ils sont rentrés dans l'entreprise, ce qui fait que comme on change tout le temps, ils se sont dit mais moi je ne suis pas venu là pour ça, et ça crée de la frustration, donc du désengagement, et c'est destructeur pour l'entreprise. Donc là on a refait le travail inverse, de se dire ok, la culture de Steeple, elle est ce qu'elle est parce qu'on doit bouger. On a des valeurs autour de l'honnêteté. Moi, je préfère une vérité qui est mal dite que pas dite du tout. Donc, il y a des choses qui sont clivantes, mais il faut donner les armes à la fois aux managers et aux recruteurs. Et donc, on l'a traduit, on a fait un petit peu ce jeu moins fun que le tien sur le recrutement, mais c'est juste de se dire, OK, l'agilité. Quelles sont les questions et qu'est-ce qu'on va analyser dans le CV qui va nous permettre de voir qu'une personne a démontré de l'agilité? Pas juste dire, moi, je suis agile, mais une personne qui a fait 10 ans dans un grand groupe sans bouger, elle aura du mal à s'adapter chez Steeple, et c'est comme ça. Donc, voilà comment on a traité le sujet de la culture. Effectivement, hein, ça bouge tout le temps. Et justement, vous l'avez tous mentionné, donc vous m'offrez une transition assez intéressante, ce côté, cette incarnation de ces valeurs. Parce qu'une fois qu'on a ces valeurs sur le culture book, ces valeurs sur le mur ou dans des cartes, il ne faut pas que ça prenne la poussière, il faut que ça vive au quotidien. Et comment, alors il y a les recruteurs effectivement pour faire entrer les bonnes personnes, mais comment on anime ça et quel est le rôle des managers là-dedans, dans cette incarnation des valeurs et dans l'engagement même global du coup des collaborateurs qui managent. Par exemple, Solène, tu me disais que vous avez un programme d'accompagnement des managers, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on a même chose à taille énorme de collectivité. On a une communauté managériale qui est composée de 1800 personnes et qui est essentielle dans tous les cas dans l'engagement puisque nos personnes, elles sont éloignées sur à peu près 1000 sites dans la ville. Donc, on n'a pas un hôtel de ville, il y en a un central sur le Vieux-Port que vous connaissez, mais on doit avoir peut-être 500 personnes ici. Donc, on n'a même pas d'hôtel de ville qui rassemble 2000, 3000 ou 4000. Donc, c'est très différent pour créer cette culture commune, finalement. Il y a toujours eu, de par la diversité des métiers, de par l'éloignement géographique,
peut-être un fonctionnement en silo. Et donc, c'était justement une volonté de créer cette culture commune. Donc, nous, on va communiquer en interne, mais surtout, on s'est rendu compte que le maillage, grâce au manager, nous permettait d'engager le collectif. Et donc, à mon arrivée, on a décidé de faire un programme très ambitieux de formation de l'ensemble de la strate managériale, avec un programme de 7 jours de formation à réaliser sur un an. Donc, on découpe parce que, bien sûr, la vie d'un manager, c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut que ça rentre dans l'agenda et qui comporte 11 thématiques qui vont de la maîtrise de fondamentaux peut-être un peu plus techniques, mais comment j'administre au quotidien sur des parties budgétaires, sur la partie du recrutement. On va pouvoir également être sur cette partie-là, hein, de fit, entre guillemets, culturel, et puis aussi de l'animation, du pilotage de collectif. Et ça, c'était pour nous vraiment essentiel en fait d'investir. On s'est rendu compte que le manager, il est vraiment l'alpha et l'oméga, surtout dans des grandes structures, pour pouvoir transmettre, partager et engager derrière et puis faire remonter aussi. Parce qu'en fait, il y a ce point qui est très important, qui est que le terrain rencontre des choses, rencontre des problématiques et n'a pas forcément l'opportunité, le temps de pouvoir dire non, en fait, ça, ce que vous faites, c'est bien mignon, mais peut-être une autre fois, là, en ce moment, c'est pas possible. Donc, ce maillage territorial, ce maillage managérial, pardon, il est vraiment clé dans l'animation. Je rebondis. Nous, on s'est rendu compte de deux choses. D'une part, c'est que les managers, ils traitaient beaucoup en direct avec leur équipe et pas forcément de façon publique au sein de l'entreprise. Et donc, pour ça, on a mis en place un Wall of Fame qui permet en fait aux managers, mais d'ailleurs pas que aux managers, d'exprimer leur gratitude vis-à-vis d'autres collaborateurs. Et ça, c'est fait c'est pendant la réunion du lundi, qui est une réunion collective avec toute l'équipe, qui est différente des réunions par équipe. Ce qui permet donc à chacun de prendre la parole publiquement et de remercier ou de féliciter quelqu'un sur une action. Donc ça c'est évidemment lié à notre activité puisqu'on fait de la récompense et donc c'est très lié aux cadeaux, aux remerciements. D'ailleurs, on a créé un channel sur notre Slack qui est dédié aux remerciements, qui s'appelle Remerciements. Et on peut s'envoyer des points, comme tu dis, ça fait partie aussi de notre activité. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était sur le fait que, en fait, oui, c'est très lié au remerciement, mais jusqu'à présent, enfin, au tout début, on avait beaucoup de feedback, comment dire, d'amélioration. Donc, les principaux feedbacks qu'on voyait diffusés sur nos outils de communication, c'était en général ah, tu pourrais faire mieux ça, ou il y a des pistes d'amélioration sur ça. Mais on avait très rarement du feedback où c'était juste positif ah, j'adore ce que tu as fait, ou c'est très bien ce que tu as fait. Et donc, ça, on l'a encouragé avec ce channel remerciement, justement. Donc, à la fois communiquer publiquement et communiquer de façon positive. Ça fait partie de comment incarner les valeurs d'une entreprise au quotidien. Enfin, je pense qu'on est tous conscients que le rôle de manager aujourd'hui, c'est le rôle le plus compliqué dans l'entreprise. Et c'est celui, bizarrement, qu'on va le moins valoriser parfois, le moins bien qualifier en mettant sur des rôles de manager des très bons techniciens, par exemple. C'est-à-dire qu'il a été bon technicien, donc il va devenir le manager de l'équipe de techniciens. Pas du tout. Et c'est d'autant plus important qu'on connaît tous aussi la phrase « on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager ». La raison principale d'un départ d'une entreprise, c'est son manager. Et donc, nous, pour ça, on s'est vraiment astreint à avoir un accompagnement avec on n'a pas fait 7 jours, on avait fait 6 jours sur une année. Et au-delà de cet accompagnement à travers une formation, j'allais dire, très solide sur le commercial, la finance, mais aussi les soft skills, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'était aussi l'accompagnement par les équipes RH en tant que business partner, des managers, pour leur indiquer, vous êtes, par votre comportement, par vos actions, par la façon dont vous allez communiquer auprès de vos équipes, vous êtes j'allais dire le porte-voix
de la culture d'entreprise, le porte-voix de l'entreprise. Et si on ne les accompagne pas, bah, certains ne vont pas être suffisamment, j'allais dire, prêts pour adresser les problématiques de désengagement qu'ils peuvent avoir ou de performance. Et donc cet accompagnement, il est vraiment nécessaire parce que le manager, c'est le vecteur principal de cette culture dans l'entreprise et de l'engagement ou du désengagement. Et juste, je complète, c'est vrai qu'au-delà de la formation, nous, ce qu'on a mis en place et qui était nouveau, en tout cas dans notre contexte, c'était aussi organiser des séminaires managériaux. Ça peut paraître complètement basique, mais typiquement, cette année, on en a fait 2. L'an dernier, on en avait fait un tout premier avec des audiences à 500, voire à 1000, où on fait à la fois du descendant, mais également on essaye, à 1000, c'est plus compliqué, de faire de la co-construction pour outiller, partager les informations, qu'ils aient aussi cette vision, cette projection qu'ils puissent après diffuser. Et en fait, rien que le fait d'organiser ces événements, c'est aussi les reconnaître dans leur rôle de manager, reconnaître qu'ils ont au quotidien cette charge, entre guillemets, cette responsabilité. Et donc, du coup, derrière, ils vont être bien évidemment plus enclins et plus outillés pour pouvoir engager autour d'eux. Je rebondis sur ça parce que moi, c'est marrant, j'ai appris un jour que les managers de ma boîte se rassemblaient une fois par mois sans que ce soit moi qui leur ai demandé de le faire. Et j'ai trouvé ça génial, mais c'est vrai qu'en fait, ça peut aussi être une initiative managériale et ça ne vient pas forcément d'en haut à chaque fois. Ils en avaient le besoin en tout cas. J'avais envie de rebondir sur plein de choses. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que sur le choix des managers, sur les collaborateurs, on a l'habitude de dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute pour le recrutement. Mais je n'ai jamais entendu dire sur un manager. Alors que pourtant, s'il y a un doute sur un manager, il ne faut surtout pas le nommer manager. Mais comme on a l'impression qu'il faut absolument quadriller toute son organisation, bah, des fois, on va vouloir nommer un manager et on sait que ça ne va pas le faire. Et là, derrière, c'est un carnage à tous les étages. Donc, il y a ce volet-là. Et puis, OK, derrière, après l'avoir nommé, c'est un accompagnement énorme. Et ça, vous en avez parlé. Moi, il y a un sujet notamment que je trouve le plus dur, et notamment pour des personnes qui étaient collègues et qui après passent manager, c'est la notion de courage managérial. Et ça c'est du costaud. Parce que même sans parler sur du courage d'arrêter un salarié, enfin de licencier ou d'aller vraiment jusqu'au bout, il y a juste un recadrage déjà, ou bien de dire non, on ne fait pas comme ça ici, bah, ça demande du courage. Et pour avant, vous étiez collègue et l'autre, tu dis, tu déconnes, enfin, non. Donc, accompagner le manager sur ce volet-là, parce que qu'est-ce qui se passe si jamais ça, c'est pas fait? Bah là aussi, c'est un nivellement vers le bas de l'équipe qui s'opère et c'est une dégradation, un désengagement global qui va s'opérer. Et pour ça, et ce que je trouve génial dans ce que vous avez dit, c'est que moi, je me bats sur un sujet, c'est d'expliquer que quand un manager devient manager, il change d'équipe. Alors évidemment, il a son équipe qui manage, mais c'est plus son équipe principale. Son équipe principale, et c'est exactement, tu vois, tu dis c'est tout bête de faire un séminaire, mais on se dit, bah non, c'est pas tout bête parce que tu fais un séminaire avec ton équipe, et ton équipe, c'est les managers, parce que demain, quand tu auras un coup dur, bah, c'est vers tes pairs que tu vas te tourner, et c'est entre vous que vous devez être solidaires, parce qu'on sait très bien ce qui se passe quand il y a un collaborateur qui vient voir son manager en disant il y a l'autre manager qui m'a mal parlé, ou un truc comme ça, et qu'on est du côté du salarié, qu'on ne défend pas tout de suite, de facto, l'autre manager, bah là aussi, c'est un sujet de désengagement dans l'entreprise. Complètement, effectivement, changement de statut et changement parfois difficile. Donc, il y a cet accompagnement. Tu parlais de on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Est-ce que vous savez, vous, à combien de pourcents à peu près on estime le fait de citer le manager dans la raison principale d'un départ? Vous avez une idée? Combien? Oh, c'est pile ça. Bah, bravo, félicitations. Il y en a qui sont bien renseignés. Et alors, du coup, donc on a ces managers qui viennent donc effectivement accompagner l'équipe, alors l'équipe qu'ils managent dans leur engagement. Il y a aussi tout ce que l'entreprise va mettre en place, tout ce que les différentes équipes, parfois la communication, parfois les RH, la direction, mettent en place à travers toute l'expérience du collaborateur pour venir continuer à ponctuer d'engagement. On avait sur une table ronde précédente une personne qui nous expliquait qu'aujourd'hui,
on va dire, il y avait une courbe du désengagement qui commençait à baisser après 2 ans dans une entreprise, alors qu'auparavant, c'était 6 ans. Donc là, on a vraiment des chiffres qui évoluent, un désengagement qui survient plus vite. Alors, comment on fait pour entretenir dans la durée? Quelles sont les actions que vous mettez en place, par exemple, chez Panoply? Nous, assez basiquement, on a mis en place un programme de fidélité. Donc, comme quand on est client d'une marque, en fait, quand on est employé chez nous, on peut cumuler des points en fonction de différentes actions, différents événements qui nous arrivent. Alors, évidemment, l'onboarding, c'est une des premières étapes, mais après, ça va être les différentes performances de l'employé, s'il va se marier, s'il a des enfants, si il fait un événement comme celui-là où il représente l'entreprise, si il range le lave-vaisselle. Enfin, il y a tout un, il y a des tâches très basiques et puis des tâches aussi beaucoup plus nobles. Et donc ça crée un peu un sentiment d'appartenance, de OK, j'ai envie d'être fidèle à cette entreprise et je le prouve. Et évidemment, il y a des récompenses à la clé puisque c'est ce qu'on fait. Et puis après, nous, on a aussi récemment, peut-être dans la même tendance que Steeple, quand l'entreprise a connu un peu des difficultés en 2023 dans un contexte économique plus compliqué, on a vachement soigné l'offboarding. Et ça, on l'oublie parfois, mais c'est un peu ce que je disais au tout début sur l'engagement. Je pense qu'un employé qui est ambassadeur de son entreprise, même après l'avoir quitté, c'est très précieux. Et donc pour ça, on met en place vraiment une soirée digne de ce nom pour un départ. On a un groupe WhatsApp avec tous les alumni de l'entreprise. Il y en a presque 100 maintenant sur le groupe. Et en fait, à chaque fois qu'on organise des choses en lien avec notre entreprise, on a souvent des anciens qui viennent. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai hérité de mon parcours universitaire ou autre. Mais en tout cas, j'adore cette idée de me dire que les employés ne sont pas venus là juste pour travailler. Même après, ils restent attachés à l'entreprise. Donc voilà, c'est un bon signe d'engagement, je pense, même s'ils ne sont plus là. Donc là, tu gagnes des points de fidélité en venant ce soir. Et vous, alors, du coup, Thierry, qu'est-ce que vous mettez en place au fil du parcours? Alors, sur la notion des départs, je pense que c'est effectivement un bon point. On ne peut pas rater l'entrée, mais il ne faut surtout pas rater le départ non plus. Et un bon offboarding, c'est hyper important. Euh, Moi, une chose sur laquelle j'embête mes équipes à chaque entreprise, c'est l'exit interview. C'est d'être capable d'avoir une discussion avec chaque personne qui quitte volontairement l'entreprise en lui demandant les raisons pour lesquelles elle part. Parce qu'on fait des erreurs, tous. On fait des erreurs. Dans les entreprises, on fait des erreurs. Les managers font des erreurs, les salariés font des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais l'idée, c'est de ne pas les reproduire trop souvent. Donc, ça veut dire analyser ensuite les éléments des interviews pour faire en sorte que on en tire, entre guillemets, des bénéfices sur des actions autour du bien-être, de la qualité au travail qu'on peut avoir dans une organisation, mais aussi sur des choix différents de management. Et dire, à un moment, quand on a 4 personnes qui partent d'une même équipe pour les mêmes raisons, à un moment, peut-être que la raison elle doit se trouver au niveau du management et de ne pas avoir euh, j'allais dire le frein à main en se disant non, non, on protège le manager. Non, on doit protéger les salariés en tant que DRH. On doit protéger tous les salariés. Et si c'est le manager qui est la cause du désengagement ou d'une insatisfaction énorme, il faut aussi venir traiter cette problématique. Et puis après, c'est avoir aussi nous, sur cette partie-là, vraiment une capacité je reviens un peu sur la culture, les valeurs, mais je n'ai pas évoqué une partie de nos valeurs tourne autour de la diversité. On est un groupe international, on a des centaines de nationalités dans nos équipes, et c'est fondamental d'avoir un cadre de travail qui reflète cette inclusivité et cette capacité à pouvoir travailler alors qu'on est différent, au-delà de la nationalité, mais de toutes les différences qu'il peut y avoir dans une équipe. C'est ce qui fait la force des équipes, donc capitaliser là-dessus. Côté expérience des collaborateurs, c'est vrai que
Nous, on va aussi, histoire de faire vivre aussi la culture d'entreprise, on va beaucoup axer le trait sur des actions de cohésion interne, tout simplement. Donc, on donne des dossards pour les compétitions locales à Marseille-Cassis, par exemple, et on va créer un team Ville de Marseille autour de ça qui va participer justement à ces compétitions, qui a fait le marathon des JO également, qui est allé à Paris. On va mobiliser des agents pour faire la nuit de la solidarité. Donc en plus, c'est une action qui est menée par nos services. Donc pour les engager, des séminaires, des événements transverses, tout ça, en fait, ça va vraiment ponctuer la vie de l'agent dans son parcours à la ville de Marseille et ça va venir compléter, entre guillemets, son expérience. Et ensuite, un autre élément qui est vraiment clé sur lequel on insiste beaucoup, c'est le volet formation. On a une forte ambition côté formation des agents puisque on a cette opportunité de pouvoir proposer 250 métiers finalement. Donc, quelqu'un pourrait rentrer à 20 ans et faire 25 métiers différents au sein de notre structure. Vous l'avez dit, hein, on se lasse peut-être au bout de 2 ans, mais normalement, théoriquement, à la ville de Marseille, on ne peut pas se lasser. On peut être couturière, plongeur et derrière être moniteur de voile, en fait. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Mais pour ça, ça demande justement de beaucoup travailler, en tout cas de mettre un vrai curseur sur le développement des compétences. Et donc là, on a lancé récemment un grand campus avec pour objectif de former plus de 8000 agents par an pour justement à la fois sécuriser nos politiques publiques, essayer de s'adapter à un monde qui se transforme et du coup à des métiers qui évoluent. Et puis aussi, bien sûr, c'est un vrai avantage pour nos agents de pouvoir leur proposer plein de métiers, plein d'opportunités différentes, tout en restant au sein de la même maison. Pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que nous, c'est un truc qu'on a raté ces derniers temps. Et tu le dis, finalement, on entend trop souvent le j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Mais là, c'est déjà trop tard parce que nous, ce qu'on n'a pas bien fait, c'est qu'au début, quand les collaborateurs rejoignaient Steeple, ils savaient que si Steeple grandissait, ils grandiraient avec l'entreprise et qu'on aurait des besoins, soit en management, soit en mobilité transverse. Donc, et au bout d'un moment, là, effectivement, on ne donne plus autant de perspectives aux collaborateurs. Pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce qu'on ne l'a pas conscientisé. Et en fait, il y a plein d'opportunités pour engager les collaborateurs dans votre entreprise. Ça peut être évidemment, on parle toujours de management, de mobilité verticale. Bon, c'est une possibilité, mais on a parlé tout à l'heure aussi d'expertise. Être capable de récompenser, de valoriser l'expertise dans une entreprise. Et donc, alors, je ne sais pas si je suis en contradiction par rapport à ce que tu dis, Maxime, sur fidéliser les personnes qui restent, mais moi, je veux bien qu'elles restent, mais à condition qu'elles montent en expertise. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est à condition, OK, de grandir sur son métier. Donc, ça passe par de la formation. Et puis aussi, il y a un sujet, je trouve, qui est, on dit souvent, sous-coté. Il est sous-coté dans les entreprises, c'est la mobilité interne. Parce que, et j'étais l'autre jour avec un chef d'entreprise, je lui parle de mobilité interne, il me dit, attends, mais moi, j'ai assez de problèmes de recrutement comme ça. Je lui dis, mais attends. Mais il me dit, mais non, mais attends, imagine, là, je cherche quelqu'un sur un poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, il va prendre son poste et je cherche toujours un poste. Je lui dis, mais celui qui va partir parce qu'il a fait le tour, parce qu'il en a marre, qu'il voulait de la nouveauté, tu ne penses pas que ça pourrait l'intéresser de prendre le poste? Et il me dit, et là, en 2 secondes, il s'est dit, en fait, oui, il suffirait que l'autre prenne le poste et du coup, ça me fait toujours qu'un seul poste et j'ai réengagé quelqu'un peut-être pour un cycle. Et la mobilité interne, mais effectivement, il faut la mettre en place. Déjà, il faut que les offres d'emploi soient communiquées en interne. Ça, c'est la base. Et puis après, il faut accompagner le collaborateur avec de la formation, C'est un nouveau job, donc une nouvelle forme de période d'essai aussi. Savoir gérer le retour en arrière avec une période où on dit c'est aussi bien pour le collaborateur que pour l'entreprise de se tester sur un nouveau poste avec un retour en arrière possible. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Je n'ai pas les réponses sur tout, mais il y a plein de choses à faire. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur l'expertise, parce que nous, typiquement, on a mis en place une grille de salaire transparente et on valorise aussi bien l'expertise que le management, qui sont un peu comme un dual track. Et en fait, le salarié va choisir s'il préfère être expert ou manager, parce que, comme tu disais, pas tout le monde veut être manager, et puis c'est pas forcément mieux que d'être expert. Donc, c'est valorisé de la même manière, nous, chez nous, en termes de salaire, en tout cas.
C'est vrai que cette transparence des politiques, elle est aussi là pour aider les collaborateurs à comprendre où est-ce qu'ils peuvent aller, quel chemin ils peuvent prendre dans l'entreprise pour progresser. Ça peut être un chemin voilà, qui monte, ça peut être un chemin en transverse. Et c'est important là aussi d'accompagner les managers à laisser partir leurs talents. Parce que souvent, ceux qui sont capables d'évoluer, bah, c'est qu'ils sont talentueux. Et le manager, il va essayer de freiner pour ne pas le laisser partir. Mais donc lui faire comprendre qu'au lieu de recruter un poste, il risque d'en recruter deux, parce que s'il perd celui qu'on n'a pas réussi à faire évoluer, c'est deux postes qu'il devra recruter. Donc là aussi, c'est assez fondamental. Et puis, c'est ce qu'on dit aussi des nouvelles générations, qu'elles veulent. Ouais, mais en fait, les jeunes générations, elles vous disent, on veut changer de job, pas d'entreprise. Donc, faire tout ça, mais, ton histoire est 250 métiers, mais c'est extraordinaire, il y en a pour plus d'une vie, là. Effectivement. Et du coup, alors, donc il y a cette notion de pouvoir faire évoluer, de pouvoir faire grandir. Ça, c'est une des parties effectivement du parcours qui permet de réengager. Et puis il y a aussi ce côté, on parle un peu de donner du sens, de donner de la vision, de permettre d'adhérer pour ces collaborateurs qui sont engagés, de permettre d'adhérer au projet de l'entreprise. Par exemple, comment chez Steeple, on arrive à communiquer cette vision et à emmener tout le monde dans la même direction? La question du sens pour l'engagement, je pense qu'on pourra en parler après. Nous, c'est quelque chose, encore une fois, je vous partage toutes les conneries qu'on a faites. Donc, parce que, encore une fois, quand on démarre, on ne se pose pas la question du sens. Et puis après, les équipes grandissent et le sens est dilué. Et bah, moi, j'aime beaucoup cette histoire. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, celle du tailleur de pierre. Alors, bon, je vous la refais. Donc, c'est quelqu'un qui passe sur un chemin et puis il voit au bord du chemin un tailleur de pierre tailler sa pierre, mais avec une passion débordante, un engagement total. Vraiment, il est là, il taille parfaitement sa pierre. Alors, il ne peut pas s'empêcher d'aller lui demander, mais qu'est-ce que vous faites? Et il lui répond, le tailleur de pierre lui répond, je construis des cathédrales. Et elles seront là dans des centaines d'années. Et en fait, c'est cette question du sens, de réussir à expliquer que chaque action qu'on fait au quotidien sert un dessein bien plus grand. Et on l'a vu notamment, moi, ce qui m'a marqué, c'est pendant le Covid et la grande distribution. Parce que pendant le Covid, tout était fermé, la grande distribution venait travailler, et là, les personnes ont compris qu'en fait, ils nourrissaient la France. Et ce sens, peut-être il n'a pas été assez gardé après, et nous, c'était un peu la même chose. Donc, on a essayé de recréer ça avec un outil qu'on appelle les OKR. Les OKR, c'est un outil assez technique, mais qui est assez simple finalement. C'est qu'on va définir au niveau de l'entreprise, on va dire, OK, pour les 3 prochains mois, notre mission, notre objectif, c'est ça. Donc, je ne sais pas, par exemple, améliorer la satisfaction client, et il peut y avoir des objectifs ponctuels. Et après, chacun va partir dans ses équipes en atelier, se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et donc, remonter des initiatives. Et donc, il faut à chaque fois, vous voyez, c'est un objectif d'équipe, se dire, OK, donc moi, si jamais j'améliore ça, donc je fais cette action pour améliorer ça, ça va venir améliorer ça et venir nourrir le projet d'entreprise. Donc, nous, on a un objectif 2030, un objectif 2025, et après, un objectif 2024 et un objectif dernier trimestre 2024. Et on essaye de construire comme ça. Et c'est tout simplement l'image qu'il faut retenir de ça, c'est l'expression les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Parce que quand vous êtes capable d'expliquer à chaque collaborateur que son action va faire que ça aide ça, qui aide ça, qui aide ça, ça donne du sens. Et d'ailleurs, c'est lui dire, si jamais tu ne vois pas l'intérêt que ça sur l'objectif, par exemple, du trimestre d'améliorer, c'est peut-être qu'il ne faut pas le faire. Donc, ça aide vraiment le collaborateur à devenir acteur de la stratégie d'entreprise. Et pour ça, effectivement, il faut que ces objectifs d'entreprise soient bien communiqués, que les collaborateurs en aient conscience. Donc, comment finalement vous venez communiquer dans votre entreprise pour pouvoir aligner tout le monde? Je pense par exemple, Thierry, tu parlais d'un groupe réparti sur plusieurs pays, plusieurs nationalités. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir partager de l'information? Alors, je disais tout à l'heure que le manager, c'était le rôle le plus compliqué, mais la communication dans une entreprise, c'est le domaine le plus compliqué. Parce que on va toujours louper quelque chose. Donc, déjà, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de se dire,
faisons une communication qui soit multicanal ou multimodale parce qu'on va essayer de toucher ceux qui écoutent, ceux qui regardent l'intranet, ceux qui vont regarder les mails, ceux qui vont regarder leur groupe WhatsApp, ceux qui vont regarder leur manager pendant une réunion d'équipe. Donc, ça veut dire utiliser vraiment un maximum de modes de communication. La notion du sens, bon, c'est évident de faire en sorte de rattacher toutes nos communications et tous nos objectifs au sens qu'on leur donne. On a la chance d'être une organisation, une entreprise où on va venir certifier et donc assurer la qualité des produits ou des services qui sont distribués. Donc, de par notre activité, on donne du sens, mais il faut quand même le faire vivre au quotidien, faire en sorte que toutes ces opérations de communication, elles soient faites aussi au plus petit niveau de la hiérarchie. Donc, que le manager d'une équipe de 2 personnes, il relaie aussi cette communication et de faire en sorte que les éléments de changement, d'agilité qui étaient cités tout à l'heure, ils soient eux aussi intégrés à ces opérations de communication. Ouais, je voulais rebondir aussi sur la notion d'objectif. Nous, on est allé même peut-être un cran plus loin, enfin, sans forcément hiérarchiser les initiatives, mais on a inscrit une mission dans nos statuts. Et donc, en cela, on est devenu société à mission. Et ça, pour le coup, c'est ultra fédérateur parce que ça a provoqué un atelier, un peu comme les valeurs, on en discutait tout à l'heure. Ça a provoqué un atelier pour définir une mission ensemble, à partir évidemment de notre industrie, de notre business model, etc. Donc l'avantage, c'est que chaque entreprise a sa mission et ça, pour le coup, c'est unique. On ne pourra pas avoir la même mission qu'une autre entreprise, alors que des objectifs, bah, ça peut être assez universel. Et ça, pour le coup, c'est ultra fédérateur et ça permet à chaque employé de se rappeler à chaque fois pourquoi il est là. Est-ce qu'il adhère à la mission au même titre que les valeurs? Et ça, on le rappelle à chaque fois qu'on fait nos plénières mensuelles. Il y a un laïus sur la mission, ce qui permet à chacun de se souvenir pourquoi il est là. Donc, si vous avez l'opportunité de mettre en place, alors c'est pas forcément facile pour toutes les tailles d'entreprise parce que ça implique de modifier les statuts de l'entreprise. Donc, c'est un chantier juridique en plus d'être un chantier de communication. Mais ça permet voilà, d'avoir un langage commun qui est devenu évident pour tout le monde quand on travaille chez Panoply. Et juste, en effet, ouais, sur la question de sens, alors avant d'intégrer la ville de Marseille, j'étais dans une autre entreprise qui est pas très loin d'ici, qui est CMA-CGM. Pas du tout la même dimension ni la même culture, pour le coup, interne. Et ce qui m'a frappé dans un monde où, quand je suis arrivée en 2022, où on parlait que de sens, post-Covid en plus, c'est que le sens, pour le coup, dans le service public, on le communique absolument pas, alors que c'est ancré dans nos missions. C'est le fondement de nos missions. Et étant en charge de la marque employeur, finalement, bah, on l'utilise pas à notre avantage, alors que justement, on le sait, hein, les gens ont envie de faire des jobs, des missions qui ont un vrai intérêt et rendent du service public. C'est globalement le plus beau métier du monde. C'est en fait juste produire du service pour que tout le monde vive bien. C'est pour l'intérêt général. Donc, on est en 100% dans le sens. Et du coup, ce qu'on a fait, et là, ça devrait être live dans votre ville prochainement, c'est on va réaliser du coup une campagne de marque employeur autour de notre ADN qui est Mon métier, c'est Marseille. Qui est notre nouveau slogan qui, en fait, pour nous veut tout dire. Ça nous rassemble, nous, et ça a autant un intérêt d'ailleurs d'un point de vue attractivité que fidélisation. Ça donne de la fierté aux agents de se dire, mais en fait, oui, on œuvre tous pour la même chose qui est de rendre du service public. Donc, en effet, on a tous ce même objectif commun, comme tu le disais juste à l'instant. Et puis, d'avoir aussi cet objectif d'un point de vue attractivité pour les gens, de se rendre compte que bah, le sens en fait, du service public, il est vraiment là, il est très présent. Et donc, ça, on va le faire vivre via une campagne externe, mais aussi via une campagne interne avec, de la même manière que mes collègues, pas mal
de canaux différents, que ce soit intranet, mail, affichage, vidéo, newsletter, courrier, magazine. Pour le coup, on démultiplie complètement. Et ça a été aussi un parti pris d'un point de vue communication interne pour qu'elle soit efficace. Il faut vraiment se mettre en fait à la place de l'agent ou du collaborateur et se dire il y a mille et une façons de consommer de l'info. À nous d'en développer le plus possible pour que finalement l'info elle parvienne et que le message il soit communiqué efficacement. C'est tellement. Mais le sens et expliquer aussi aux collaborateurs qu'est-ce qui fait derrière ça. Moi, ça me rappelle une anecdote. J'avais un chef d'entreprise qui avait une usine de 200 personnes et il faisait des cartes électroniques. Et donc, il me dit, bah, moi, il n'y a pas beaucoup de sens. Et je lui dis, mais à quoi elles servent tes cartes électroniques? Bah, on envoie des satellites après grâce à… Et en fait, et après, il m'expliquait ce que ça permettait ces satellites et c'est extraordinaire. Et en fait, le collaborateur, bah, lui rappeler, c'est ça aussi la com interne, c'est rappeler qu'est-ce que vous faites tous les jours, ces satellites, vous faites des satellites, bah, comme le tailleur de pierre qui fait des cathédrales, c'est pareil. Et ça fait partie de la com interne. Quand on est dans la grande distribution, communiquer les retours des clients, bah, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est pour ça qu'on travaille les usagers. Tu parles effectivement, c'est la même chose. Et comme tu dis, Solène, ça vient aussi parfois nourrir la marque employeur derrière, hein. Ça peut être utilisé vers l'externe pour faire rayonner et développer l'attractivité. Donc, un levier intéressant. Donc, maintenant qu'on a pas mal de pistes, hein, on a vu pas mal d'actions concrètes que vous avez mis en place, et ben, on peut se poser la question de derrière, par rapport aux enjeux que vous aviez présentés au début de cette table ronde, quel constat vous en faites sur l'impact que ça a eu dans vos entreprises? Finalement, le fait de travailler, de vous emparer de ce sujet de l'engagement, quel impact ça a eu auprès de vos collaborateurs? Euh, J'en ai déjà un peu parlé, mais du coup, ça a créé de la fidélité même à long terme. Donc, en fait, moi, j'ai toujours considéré le milieu professionnel comme un milieu, enfin, comme n'importe quel milieu. En fait, il n'y a pas de raison de distinguer l'entreprise d'une famille ou d'une association ou d'une organisation. Et donc, à partir du moment où on prend soin des gens comme on prendrait soin de ses proches, bah, ils ne sont pas forcément engagés de fait, mais en tout cas, ils chérissent la relation qu'on peut avoir et donc ils auront peut-être plus de mal à se désengager sans le dire ou sans le faire de façon peut-être soignée. Donc, tu t'en avais parlé un peu tout à l'heure, mais ça se prépare, il y a une notion de prévention. Et à partir du moment où on est proche de ses collaborateurs, bah, la prévention, elle se fait tôt. Et donc, on peut mettre en place des choses pour éviter le désengagement. Donc c'est dur à quantifier, à calibrer, mais c'est sûr qu'il y a moins de turnover, il y a moins de… Et encore que parfois c'est sain que les gens partent, et il faut dédramatiser les départs, parce que c'est bien que l'énergie se renouvelle. Mais donc voilà, j'ai pas d'indicateur précis, mais en tout cas, je vois que ça se fait dans les bonnes conditions, et ça, c'est la meilleure des choses quand on dirige une entreprise. D'où on a eu un cas assez pénible à gérer dans un département, une activité qui était sous-performante, où il y avait du coup un turnover important et qui était entre guillemets, en danger de pérennité. Et il a fallu là activer tous les leviers. En fait, on a regardé tous les leviers et on s'est dit comment on arrive à retourner. La première des choses, et je pense que c'est un peu j'allais dire un sujet qu'on a ni les uns ni les autres évoqué, je pense qu'un facteur aussi du désengagement, ça peut être le salaire. Ça peut être le fait de s'estimer pas bien payé ou de s'estimer pas assez payé par rapport à son collègue ou ceci ou cela. Donc, dans cette activité qui était sous-performante, on avait cette problématique de bah, s'il n'y a pas de revenu qui est généré, c'est compliqué de demander au groupe d'avoir une enveloppe d'augmentation qui va être supérieure. Donc, d'abord, on a travaillé à renforcer les qualités managériales, à renforcer les modes de fonctionnement dans l'équipe avec aussi les formations soft skills et hard skills de nos collaborateurs dans cette business line. Et puis,
ça a été de proposer de renforcer la cohésion. Parce qu'il y avait aussi, en général, quand le bateau tangue, les gens partent un peu partout, dans tous les sens, et on ne va pas venir donner un coup de main à son collègue quand on est dans cette situation. Donc, travailler aussi à la cohésion d'équipe. Et une fois qu'on a réussi à retrouver de la performance économique, eh ben, le levier qu'on a ensuite activé, c'était d'augmenter les salaires pour faire en sorte que le coup de collier qui avait pu être donné par les collaborateurs, il avait pu être récompensé à travers des augmentations de salaire, mais aussi à travers des logiques de primes pour venir renforcer, j'allais dire, pas forcément durablement, parce qu'on sait aussi que l'action d'augmenter les salaires, ça a un effet très court en termes d'engagement. Je pense que ça dure une journée, pas plus. Le lendemain, on a envie d'une nouvelle augmentation. Donc voilà. Néanmoins, il ne faut pas le négliger parce que dans certains cas, c'est quand même bien nécessaire. Pardon. Nous, on a aussi un cas très spécifique, alors plutôt de désengagement qu'on avait observé parfois dans des équipes. Et on avait un cas problématique un peu sur l'équipe des crèches. Donc, quand je vous dis l'équipe des crèches, c'est 1500 personnes quand même qui travaillent dans nos 60 crèches municipales, où il y avait notamment des difficultés tout simplement pour ouvrir les crèches parce que ça aurait peut-être... Enfin, vous en aurez peut-être connaissance, mais il y a une grande problématique de pénurie de personnel de crèche, c'est national. Et donc, le choix de la ville de Marseille, ça a été si on n'a pas le nombre suffisant, on ne peut pas accueillir plus d'enfants, donc des fermetures de sections, donc du service public qui n'est pas rendu, des parents qui sont forcément incommodés de tout ça. Et du coup, avec l'impulsion de la directrice de la petite enfance, on a vraiment mené un plan global qui joue notamment sur de la communication pour essayer d'engager. Alors, ça a vraiment pris différentes formes. Il y a eu également un point sur la rémunération, parce que c'est le nerf de la guerre et parce qu'il y a de la concurrence sur des crèches privées. Mais on a également travaillé côté RH sur la partie des diplômes, peut-être accepter d'autres diplômes, des équivalences qui nous permettaient d'avoir un plus vaste panel. On a fait des opérations de job dating. Après, on a fait des sessions d'intégration dédiées pour bien accueillir aussi nos nouveaux agents. Puis ensuite, on a fait une newsletter interne dédiée que pour le personnel des crèches, pour valoriser tout ce qu'ils faisaient, pour créer de la cohésion, pour partager les bonnes pratiques. On a fini par faire cet été 3 sessions, donc avec... pendant les horaires de fermeture des crèches, pour le coup, 3 sessions, 3 demi-journées avec l'ensemble du personnel des crèches, donc 3 sessions de 500 personnes pour justement les fidéliser, les récompenser, les former, les outiller. Et ça, tout ce vaste programme, d'un point de vue KPIs et ROI, tout simplement, il n'y a pas eu de fermeture de section de crèche depuis le début de l'année. Donc on le voit en fait quand on adresse aussi la globalité du spectre de nos outils, ça permet d'avoir des vrais effets et de réengager même un collectif aussi vaste que celui-ci, parce que c'est forcément un très gros collectif, de permettre derrière de sécuriser nos missions et de se remettre dans une bonne dynamique. C'est vrai que quand on pense, ce que vous dites, quand on pense à l'impact, la question c'est l'impact, mais qu'est-ce qu'il y a comme plus gros levier pour une entreprise que d'engager ses collaborateurs? Parce que la question c'est comment on peut faire plus avec moins finalement? Et ben ça se voit où? Ça se voit tout bêtement sur le bilan, c'est les résultats nets. Hein. Ça, et c'est pour ça que ça m'étonne toujours qu'il y ait si peu de dirigeants, de chefs d'entreprise qui soient à prendre à bras le corps le sujet de l'engagement collaborateur. Et je pense que ma conclusion, et je vous en fais part, et j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus, si ça vous fait réagir, c'est qu'en fait, il y a un autre impact, non pas de l'engagement, mais du désengagement, c'est que le désengagement fait beaucoup de bruit. Et pour un dirigeant, en fait, moi, je vois des dirigeants qui ont abandonné et qui me disent « Oh, moi, les collaborateurs, je ne m'en occupe plus, de toute façon, ils ne sont jamais contents. » Et donc... mais effectivement, donc, mais en mode vraiment off, quoi. C'est-à-dire, c'est plus moi qui m'occupe du social, je veux plus en entendre parler. Et en fait, c'est des chefs d'entreprise qui ont abandonné ce sujet de l'engagement parce que quand on s'endort tous les soirs avec des collaborateurs qui sont mécontents, désengagés,
Et on sait souvent que c'est une minorité qui est beaucoup plus brillante qu'une majorité qui est silencieuse. Et on prend des décisions basées sur quelques personnes, on s'endort le soir en pensant aux cas compliqués, et ça prend de l'influx, ça nous empêche de nous concentrer sur ce qui fait grandir les entreprises. Donc on cherche à se protéger et on balance le sujet sous le tapis. C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez cité l'institut Gallup, qui parlait des 7% 7 ou 6% de salariés engagés. En fait, on n'en a pas beaucoup qui sont désengagés non plus. On en a peut-être 10, 16. En fait, c'est toute la partie du milieu qui n'est ni engagée ni désengagée et qui peut basculer assez facilement dans l'un ou l'autre des côtés. Et donc, effectivement, en tant que DRH, pour convaincre un patron d'entreprise, mon patron, c'est de dire on va pas s'occuper des engagés. Eux, vraisemblablement, on n'arrivera pas à les rattraper et les faire revenir même dans le milieu. Mais occupons-nous de la majorité silencieuse, si on peut dire, qui, voilà. C'est les swing states ceux qui peuvent. Voilà. Mais, sauf qu'ils sont, ils sont majoritaires et c'est à eux qu'il faut s'adresser pour faire en sorte qu'ils basculent du côté des engagés, enfin, des plus ou moins engagés. Il y a la même logique avec le NPS. Je ne sais pas si vous êtes familier de cet indicateur côté client. Quand on sonde nos clients pour savoir s'ils sont satisfaits de notre service, eh ben, il y a les détracteurs qui sont donc entre 1 et 6, donc, ce qui est quand même important comme note. À partir du moment où on traite ces gens-là de façon efficace et réactive, ils deviennent des ambassadeurs dans la plupart des cas. Et donc, on se rend compte que le switch, il peut se faire de façon assez diamétralement opposée. Donc, c'est important de traiter, je pense, le désengagement et peut-être plus en priorité que ceux qui sont au milieu, parce que ça peut être derrière des ambassadeurs de l'entreprise, parce que c'est des gens qui, par nature, sont peut-être plus virulents, mais ils peuvent l'être aussi dans le positif, pas forcément que dans le négatif. Oui, et en effet, même ces détracteurs-là, c'est ce que je disais, il y aura toujours des collaborateurs mécontents. Mais par contre, ce qu'ils disent est intéressant. Et donc, il faut en effet ne pas faire la sourde oreille. Je suis complètement alignée. Parfois, c'est entre guillemets exagéré, mais il y a un fond de vérité derrière. Et ce fond de vérité, s'il se retrouve une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire que le sujet doit être traité. Et ce sont des alertes peut-être pour agir en tout cas, et eux se sentiront écoutés, ils trouveront peut-être un nouveau terrain de désaccord. Mais en tout cas, c'est hyper important justement, c'est de ces désaccords-là qu'on nourrit le dialogue et qu'on nourrit l'engagement avec nos agents et nos collaborateurs. Merci déjà pour toutes ces réponses. Alors, comme vous l'avez vu, moi, j'ai posé plein de questions, mais c'était trop facile puisqu'ils les avaient déjà en avance. Donc maintenant, ça va être un peu plus dur. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos intervenants? N'hésitez pas, je peux vous passer le micro, mais je pense on peut s'entendre même si vous parlez un peu fort. N'hésitez pas pour une question globale ou une question à un intervenant en particulier. Elle n'utilise pas Steeple, mais ce serait un outil fabuleux parce que on a cette grande difficulté d'avoir à peu près la moitié de nos agents qui sont déconnectés, donc qui n'ont pas ni ordinateur ni téléphone portable. La partie support administratif, il y a quand même c'est ça. En fait, sur les 13, oui, mais c'est en fait sur les 13 000, il y en a globalement à peu près 6 000 qui sont sur le terrain, ni ordinateur ni téléphone portable. Et 6 000 qui vont, eux, être équipés avec à minima un ordinateur qui leur permet du coup et qui consulte la messagerie dans leur mission quotidienne. Mais les déconnectés, comme on les appelle, ou en tout cas les personnes plus éloignées du numérique, elles, ce qui va être plus compliqué, c'est que, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a investi dans l'animation des managers, c'est pour s'adresser à eux, on va être obligé de faire de l'affichage et idéalement, ce serait bien de mettre en place des solutions numériques. Pour l'instant, ils ont un ordinateur en salle de pause pour tout le monde où il faut que chacun se logue sur... voilà. Mais... Ça tombe bien, je crois qu'on a une belle démo de Clément tout à l'heure qui pourra peut-être montrer comment ça pourra vous accompagner. Après, voilà,
Exactement. C'est pour ça qu'on mixe vraiment à la fois du print, où on envoie des magazines trimestriels au domicile des agents. On a de l'affichage en salle de pause pour l'instant qui reste de l'affichage print, donc c'est pas très numérique responsable, mais en tout cas ça a le mérite quand même de pouvoir mettre l'information plus proche des agents. On essaye quand même de développer également auprès d'eux l'utilisation de leur boîte mail professionnelle sur ce qu'on appelle le BIOD, sur leurs outils, avec beaucoup de programmes du coup, pour les accompagner dans nos solutions numériques, réussir à les contacter et réussir à faire redescendre l'information, parce que dans une structure comme ça, c'est vraiment complexe. On a dit que le public avait un peu de retard. Voilà. Et surtout, un manque de moyens. On est prêt. Non, mais ce qui est complexe aussi, c'est que en fait, voilà, l'argent du contribuable, il est fait pour rendre du service, et globalement, la transmission d'informations, voilà, ça aide à. C'est justement tout l'intérêt de montrer en quoi c'est important d'engager les agents, les collaborateurs, et quel impact ça peut avoir pour le service public, puisque nous, nos missions en soi, c'est vraiment rendre du service. Donc, chaque euro dépensé l'est avec d'autant plus de précautions, et ce qui explique parfois le retard à s'équiper versus du privé, où globalement, on a une conviction, on a les fonds, on les dépense un petit peu selon notre bon vouloir. Est-ce que c'est possible parce que les outils viennent dans le privé combler le temps qu'on peut passer en tant que collaborateur, parce qu'on cherche des gains de productivité en tant que collaborateur. Est-ce qu'il y a ce même sujet aujourd'hui dans le public? De gains de productivité? Oui. Est-ce que c'est un gros mot? Ça, pour certains, ça reste un gros mot, je pense. Enfin, moi, j'ai plutôt un background privé, donc... Et puis surtout, pour le coup, ce n'est pas du tout un levier de l'engagement. Si je dis aux agents, vous allez être plus productif grâce à ça, productif, bah non, c'est du service public, et vraiment, et l'engagement, ce que je disais, individuellement, je pense que nos 13 000 agents, quand même, qui ne sont pas forcément conscients, savent que produire du service rendu aux Marseillais, c'est ça qui les anime quand même, versus faire du chiffre, faire du profit, être plus productif. Voilà, il faut réussir à le tourner différemment. Papa, on n'a pas l'enregistrement. Ah, pardon. Bon, alors, on va pas recommencer, mais... Bien joué. Donc, non, en résumé, en effet, voilà, la productivité en soi, c'est ni un levier de l'engagement, et ça peut rester un peu un gros mot pour une population en plus d'agents du service public qui est relativement âgée. On est plutôt sur une moyenne d'âge entre, je crois, 47, 53 ans. Donc, voilà, c'est une autre conception également peut-être du travail. Mais par contre, parler d'efficience, d'efficacité, ça, pour le coup, je pense que c'est une démarche qui est de plus en plus ancrée. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une deuxième question dans la salle? N'hésitez pas. Gabriel. Et je suis curieux de savoir et comment là, ça va être dur, donc on va juste se focaliser sur les autres. Alors, c'est vrai que moi, plutôt, je vais vraiment me focaliser sur les employeurs, les collaborateurs. Quand on rattrape, ça devient vraiment très fort dans ça. Je suis d'accord. Effectivement, l'idée, c'est pas de les laisser de côté définitivement, mais c'est quand ils représentent 13%, 13 ou 17%, quand on en a qui représentent 60%, 70%. Donc, on ne peut pas que s'occuper des 13%. Il faut d'abord s'occuper du milieu et aussi s'occuper des engagés, bien évidemment aussi. Et après, je pense qu'en tant que manager, ce qu'il faut avoir chacun d'entre nous, parce que je suis aussi un manager et j'ai mes équipes RH aussi à gérer, c'est
un management sincère et honnête avec les équipes. Une équipe, une personne désengagée, on parlait de courage managérial tout à l'heure, enfin, c'est pas lui rendre service que de la laisser être négative. Parce que je pense que le dimanche soir, elle a pas vraiment envie de venir travailler le lundi. Et elle le fait savoir à son manager, elle le fait savoir à ses collègues, elle le fait savoir à ses clients internes. Je pense qu'elle doit aussi le faire savoir à sa famille. Et donc, l'idée, c'est voilà, d'être capable de traiter ces situations de manière sincère et de faire en sorte que les engagés, les désengagés, les moyennement engagés, on puisse les accompagner effectivement tous, entre guillemets, avec les bons leviers, les bons, d'ailleurs, les bons tips ou les bonnes actions, parce que c'est indispensable. Ben, merci beaucoup. Vu l'heure, je vous propose qu'on aille se poursuivre les questions autour d'un petit verre. Alors, je ne sais pas si on a prévu le pastis, mais bon, on a certainement d'autres choses à boire. Donc, je vous propose qu'on remercie très chaleureusement nos 4 intervenants de ce soir. Et puis, juste avant de filer, ce que je vous passe comme information, donc on aura Clément juste derrière nous qui fera une petite démonstration de l'outil Steeple pour la ville de Marseille et puis pour tous ceux qui sont intéressés aussi. Et puis, si vous souhaitez, si vous avez fait des photos, si vous voulez utiliser notre petit photobooth, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux et à nous mentionner. On vous relaiera et on essaiera de partager toutes ces bonnes pratiques qui ont émergé ce soir. Donc, merci à tous et puis à l'apéro. Et un dernier petit mot. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Victor aussi. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Victor. Voilà, joyeux anniversaire, Victor.